It doesn't matter where or when there's trouble, if you just call my name, Kim Possible. Avant de revoir la série pour cette émission, je me souvenais que du générique de Kim Possible. En VO, pas en VF. D'ailleurs, si jamais vous vous demandez ce qu'est devenue Priscilla, elle était dans la version théâtre de Flashdance l'an dernier. Si. Kim Possible, c'est LE dessin animé devant lequel je trouvais agréable de me poser quand, à tout hasard, je regardais T'es fou. Alors, j'étais déjà dans ma période animaux à l'époque, plus particulièrement dans ma période Beyblade, mais Kim Possible avait quand même une petite place bien au chaud dans mon petit cœur de weeboo. Kim Possible a une histoire un peu étrange niveau production. D'une part, la saison 4 a été diffusée 2 ans après la fin officielle de la série, suite à un intense lobbying des fans. Ensuite, le nombre d'épisodes varie grandement d'une saison à l'autre. La première saison compte 21 épisodes, la seconde 30, la troisième 14 et la quatrième 22. Pourquoi ? Eh bien, c'est le genre de choses qui a tendance à arriver dans le domaine de l'animation. Il n'est pas rare que la production soit assez aléatoire. Par exemple, la première saison de Steven Universe compte 52 épisodes. Parce que normalement, une série, ça se commande par saison. Et une saison, souvent, ça doit avoir environ le même nombre d'épisodes. Question de régularité, budget, tout ça. Mais des fois, on dirait que les producteurs oublient de dire aux équipes d'arrêter. Tu vois quand tu sers à boire à quelqu'un et tu lui dis « dis-moi stop » et la personne te regarde remplir son verre jusqu'à ce que tu crées une inondation. Voilà. Tout pareil. Autre bizarrerie du cas Kim Possible, tu sens que certains épisodes auraient dû se retrouver à la fin de telle ou telle saison. Mais, pour une raison mystérieuse, ils se sont retrouvés en plein milieu. Par exemple, le film /strip épisode A Stitch in Time, qui est en plein milieu de la saison 2. Alors que c'est très clairement le genre d'événement narratif que tu veux placer pour clore une saison en beauté. Mais non. Dans les 3 premières saisons de Kim Possible, les épisodes sont diffusés de façon un peu aléatoire. Alors, la plupart du temps c'est pas gênant, parce que la série est presque complètement épisodique. Mais des fois, notamment dans la saison 1, ça te donne l'impression de remonter dans le temps pour rien. Et accessoirement, il y a un épisode de la saison 2 qui s'est retrouvé en début de saison 3. Je sais pas ce qu'ils prenaient chez Disney Channel à l'époque. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, Kim Possible raconte les aventures de Kim Possible, une ado banale, comme dit dans le générique, qui a décidé de faire du sauvetage du monde son petit hobby. Elle est accompagnée dans ses aventures par son sidekick, Ron Stoppable. Et c'est pas genre Robin Trépide en français ? Si mais ça pue. Respecte mon enfance, meuf. Non mais laisse-moi t'expliquer. Kim Possible vient à la base d'un simple jeu de mots entre les créateurs de la série. Il y en a un qui a dit « She's Kim Possible, she can do anything » et l'autre a répondu « And her partner is Ron Stoppable, he can't do anything ». Donc elle s'appelle Possible et lui Stoppable, en rapport à leur capacité. Mais il y a aussi le fait que si tu regardes d'un peu plus près, elle s'appelle Impossible et il s'appelle Unstoppable. Donc il y a un double jeu de mots, donc j'ai raison, donc la VF pue la merde. Pardon, la VF pue pas la merde. C'est juste que l'attribut de Ron, c'est pas d'être trépidant, c'est d'être pas doué. Du coup, Stoppable, ça marche mieux. En plus, ça rime presque avec Possible, et en plus, trépide, ça me fait penser à ma prof de piano quand j'avais 7 ans et... Donc, Kim et Ron vivent des aventures fantastiques, accompagnés de Rufus, le rongeur, le plus badass du monde. Sur leur route, ils croisent de nombreux super vilains, notamment Dr. Draken, Warmonger, Gemini, Dementor, Monkey Fist, She-Go et le lycée. Quiconque ayant vécu la vie d'un lycéen sait pourquoi le lycée est un super vilain en soi. Les gens qui te disent qu'ils ont aimé le lycée, c'est en général ceux qui ont fait de ton expérience de lycéenne un enfer. À l'époque où Kim Possible est sortie, on était encore dans la mode de l'ado sauveur du monde. Il y a eu une longue période à la télévision et au cinéma où la vie secrète des adolescents était le focus de tous les studios de production. Le genre particulier du héros adolescent, ou ado sauveur du monde, a probablement pris son envol avec le succès de séries comme Buffy the Vampire Slayer ou encore The Secret Life of Alex Mack. Vous vous en rappeliez pas, hein ? Malgré son orientation plus technologique que fantastique, et encore ça dépend des épisodes, Kim Possible est définitivement plus du côté de Buffy, de par sa tendance à croiser les thèmes de ses aventures avec ses problèmes de la vie de tous les jours. De plus, Kim, est de base une fille populaire et une cheerleader. Et comme Buffy, Kim a des hobbies et des relations qui font que les autres filles populaires, en particulier Bunny, la peste de service, ne la voient pas d'un très bon œil. Mais contrairement à Buffy, Kim jouit d'une complète reconnaissance de ses talents, que ça soit chez elle, au lycée ou dans le reste du monde. Le fait de devoir concilier ses aventures extrascolaires et le lycée lui complique la vie, mais elle bosse comme une dingue pour que ça marche. Et tout ça sans se faire payer. C'est la sauveuse du monde, elle passe à la télé toutes les semaines, mais elle doit quand même faire du babysitting pour avoir un peu d'argent de poche. Moi je dis qu'il y a arnaque. Donc voilà.
Kim, elle est cool sans être parfaite. Il y a même des fois où elle est carrément le boulet de service sur certains sujets. Je pense notamment au fameux épisode où elle rencontre Félix et n'arrive pas à se détacher du fait qu'il est en fauteuil roulant. Kim, c'est la première de la classe, un peu obsessive, gentille, efficace, mais parfois un peu rigide. Je devrais logiquement me retrouver dans le personnage. Mais bizarrement, Kim est loin d'être mon personnage préféré. Sans doute parce qu'au lycée, j'étais pas une super cheerleader avec un pass anti-gravité. Sérieusement. Cette fille vole. Moi, au lycée, j'étais plus du genre Ron. La personne que tout le monde trouvait excentrique. Ron n'est pas non plus parfait. Il est très influençable et paresseux. Mais à côté de ça, c'est un bel exemple de masculinité alternative. Il est plutôt gentil, non violent, très créatif et sensible. D'ailleurs, chaque fois qu'il se laisse influencer pour devenir plus proche de ce que devrait être le stéréotype du mâle, il se rend vite compte que c'est pas son truc. Puis, il est quand même un super parent pour Rufus, son rat top nu. Rufus qui est, je le rappelle, le rongeur, le plus badass du monde. Ceci dit, ne google pas rat top nu. Rufus est mignon, mais en vrai les rats top nus ressemblent à des créatures qui mangent des cauchemars. Bon, j'aime bien Ron, mais mon personnage préféré c'est quand même She-Go. Parce que She-Go, à mon sens, incarne tout l'esprit de Kim Possible. Pour rappel, She-Go est, à la base, une super-héroïne type Fantastic Four, vu qu'elle a reçu ses pouvoirs lors d'un mystérieux événement cosmique et combattait le crime avec sa famille. Seulement, She-Go, après avoir passé quelques temps entourée de mecs grandiloquents façon Superman années 30, elle s'est dit que le côté du mal, ça serait beaucoup plus fun. Au moment où la série commence, elle est donc devenue l'assistante du Dr. Draken, un rôle bien en dessous de ses incroyables talents, mais qui lui permet de vivre sa vie comme elle l'entend. Elle est puissante, elle est cynique, elle a du caractère. Bref, même si Kim Possible n'était pas une bonne série, je l'aurais regardée rien que pour elle. D'ailleurs, je t'ai déjà demandé pourquoi Kim Possible est encore un show légendaire parmi ses fans. Tous les gens qui se souviennent de ce show en ont un bon souvenir. Pourtant, ça manque de profondeur, la structure des épisodes est hyper conventionnelle et il n'y a aucun arc narratif qui dure plus de 3 épisodes. Alors, si vous voulez mon avis, Kim Possible, c'est quand même un bon gros doigt collé dans la face du patriarcat. Sérieusement, prenez d'autres séries très similaires comme Mary-Kate and Ashley in Action ou Totally Spies. Bon, la première, c'est pas trop la peine d'en parler, elle a duré genre une saison et c'était de la trempette. Mais Totally Spies, c'était quand même stéréotypé et hyper sexiste. Kim Possible n'est pas un show parfait. Il y a notamment 1 ou 2 épisodes qui font figure de déchets à côté des autres. Mais il n'en reste qu'il y a plein de points positifs. Déjà, il y a plein de personnages féminins importants et ils sont variés. T'as des persos de différentes origines, mais aussi des persos féminins avec différents intérêts. Monique, l'amie de Kim, a sa propre personnalité. C'est quelqu'un de très à l'écoute, qui adore la mode et est aussi une grande fan de catch. Ron sort pendant quelques épisodes avec une gameuse d'origine latine. La grande patronne de l'institut où travaille le père de Kim est une femme asiatique. La mère de Kim elle-même est neurochirurgien. Ensuite, prenez le fameux triple épisode A Stitch in Time, où She-Go finit par devenir maîtresse du monde. Parmi les méchants, elle est la seule à arriver à son but, et Rufus 3000 se paye la tête de Kim et Ron pour ne pas l'avoir vu venir. Quant aux autres antagonistes, ils sont quasiment tous masculins et constamment tournés en ridicule, l'exemple le plus criant étant le Dr. Draken. Il est puéril, obsessif et beaucoup moins intelligent qu'il ne le pense. Et beaucoup des personnages traditionnellement masculins sont montrés ainsi. Imbu de même, ouvertement sexiste, égocentrique à l'extrême et, au final, peu sérieux. Pendant ce temps, les femmes de la série sont souvent beaucoup plus compétentes. Les exemples les plus notoires étant bien sûr A Stitch in Time, mais aussi Grudge Match, Attack of the Killer BBs, Queen BB, Go Team Go, et bien d'autres que j'oublie sûrement. Au final, ce qui fait la grande particularité de cette série, c'est son côté très parodique et du coup beaucoup plus observateur qu'on ne le penserait en écoutant le pitch. Derrière les histoires banales d'adolescents et autres hommages à des films d'action classiques, se cache un dessin animé très moderne, Do She-Go, la seule capable de rivaliser avec Rufus en matière de badasserie. Sérieusement, je pourrais regarder une série spin-off entière racontant les aventures de She-Go. Cette femme est mon âme sœur.